Ce soir, je vous invite à ralentir, à laisser derrière vous le bruit du monde, les pensées du jour et tout ce qui peut encore tourner dans votre esprit. Installez-vous confortablement dans votre lit ou dans un endroit calme et laissez votre respiration retrouver un rythme tranquille, car cette nuit, nous allons voyager ensemble. Un voyage doux, paisible, presque hors du temps. Imaginez une petite gare isolée quelque part dans les Highlands écossais. Les collines ondules à perte de vue, couvertes de brume légère, et le vent fait doucement frémir l'herbe sauvage. Le train vient tout juste de s'arrêter, un train ancien, aux wagons sombres, dont les roues finissent lentement de grincer contre les rails. La gare est petite, la gare est silencieuse, presque oubliée, et pourtant c'est ici que commence notre histoire. Une histoire faite de couloirs anciens, de feux de cheminée qui crépitent, de pianos silencieux et d'un grand manoir victorien posé au milieu de la campagne. Un lieu où chaque pièce semble garder un souvenir. Alors ce soir, vous n'avez rien à faire, simplement écoutez, imaginez et laissez votre esprit suivre tranquillement le fil de cette histoire. Si vous découvrez la chaîne pour la première fois, vous pouvez vous abonner, cela permet à ces histoires de continuer à exister et d'accompagner encore plus de personnes vers le sommeil. Et si vous le souhaitez, vous pouvez écrire en commentaire « Je laisse cette histoire m'emmener vers une nuit paisible ». Cela crée comme une petite intention intérieure avant de commencer. Et maintenant, laissez votre corps se relâcher doucement et laissons le train repartir, car notre histoire commence juste ici, dans une petite gare perdue d'Écosse. La nuit avait cette manière très écossaise de se déposer sur le monde, non pas comme un rideau brusque, mais comme une laine sombre, douce, patiente, qui enveloppait les collines, les clôtures de pierre, les arbres inclinés par le vent, et même la voie ferrée, brillante comme une ligne de verre, là où le train de nuit filait avec une régularité presque rassurante. Dans notre compartiment, la lampe à abat-jour tremblait à peine, donnant au velours des banquettes une couleur d'ombre chaude, et au cuivre des poignées un reflet discret. Les bruits du train formaient une musique répétitive, constante. Ce roulis large, cet accord de métal et de bois, qui invitait déjà, presque malgré soi, à laisser la nuque se relâcher, à laisser les pensées s'étirer, puis s'éloigner, comme si elles glissaient sur les vitres embuées. Je m'appelle Henri Valmont, et j'ai souvent raconté que je n'avais jamais cherché les aventures, mais que les aventures, elles, avaient une façon étrange de me trouver. Celle-ci pourtant semblait commencer comme une simple visite de courtoisie, un voyage de politesse, une parenthèse de campagne. En face de moi, Armand Poirier repliait soigneusement un journal déjà lu, avec cette précision calme qui le caractérisait. Il portait un manteau sombre, un col impeccablement posé, et sa moustache, fine et disciplinée, semblait être l'expression même d'un ordre intérieur. Un petit ordre personnel, élégant, qui résistait à la pluie du monde. Il regarda l'heure, puis la fenêtre, puis moi. Ses yeux avaient cette vivacité tranquille, une intelligence qui ne s'agitait jamais, comme une flamme qui ne claque pas, mais qui tient. « Henri, dit-il d'une voix douce, vous entendez ? Le train est un grand berceau. Il berce les corps, et parfois il berce les secrets aussi. Il ne souriait pas vraiment, il esquissait seulement une courbe infime au coin de la bouche, comme quelqu'un qui choisit la légèreté au lieu de l'emphase. Nous allions à Glenmuir, un manoir au nom ancien, posé dans un village isolé du Perthshire, entre des landes et des forêts humides. Lady Muir Lane nous avait écrit
une lettre courtoise, presque gênée. Il n'y était question ni de meurtre, ni de danger, seulement d'une inquiétude. Un objet précieux avait disparu, et avec lui, l'équilibre fragile d'une famille qui, depuis des générations, se racontait à elle-même une histoire de malédiction. Une malédiction, mais une malédiction de salon, si je peux dire. Une peur entretenue plus par les murmures et les regards que par de réels événements terribles. Cela convenait parfaitement à Armand Poirier, qui aimait les mystères quand ils restaient humains, feutrés, que la vérité pouvait se déposer sans fracas. Le steward frappa discrètement. Une tasse de thé apparut, puis une autre, sur un plateau. L'odeur était simple, rassurante, presque maternelle. Le thé avait ce pouvoir de remettre les choses à leur place. Les mains autour d'une porcelaine chaude, les épaules qui descendent d'un cran, le souffle qui s'allonge, sans qu'on y pense. Dehors, le paysage s'ouvrait par intermittence. Un fragment de rivière, une lueur de ferme lointaine, un bouquet d'arbres noirs. Puis à nouveau la nuit, comme une couverture tirée doucement. On dit, repris-je, que Glenmuir est, comment dire, un peu théâtral, fantôme, portrait, corridor. Ah, répondit Poirier, les familles anciennes ont souvent besoin de théâtre. Le silence leur paraît trop nu. Il but une gorgée, posa la tasse comme on pose une idée, sans la brusquer. Et l'objet disparu, demandai-je. Un seau, dit-il. Un seau d'ambre, une pièce qui ferme les lettres et qui ouvre les soupçons. Le train ralentit. La petite gare apparut comme un îlot de lumière. Nous descendîmes dans une bruine fine qui n'agressait pas, qui caressait. Un chauffeur nous attendait, capuchon relevé, lanterne à la main. La voiture prit une route étroite. On devinait, derrière les haies sombres, des champs trempés. Par moments, un mouton, immobile, levait la tête, puis replongeait dans son calme. Glenmuir se révéla au bout d'une allée bordée de vieux êtres. Le manoir n'avait rien de sinistre. Il était grand, oui, mais il respirait une certaine chaleur. Les fenêtres luisaient. On sentait la présence d'un feu. Et, quand la porte s'ouvrit, une vague d'air tiède, parfumée à la cire et au bois, nous accueillit comme une promesse de repos. Dans le vestibule, un tapis épais absorbait nos pas. Les murs portaient des portraits, mais sans menace, des regards sérieux, des robes de velours, des moustaches anciennes, et cette impression que les morts, ici, n'avaient pas envie d'effrayer qui que ce soit. Ils voulaient seulement être remarqués. Lady Murlan arriva, une femme d'un âge indécis, tenue parfaitement simple, une présence digne, presque transparente. Monsieur Poirier, Monsieur Valmont, merci d'être venu. Je sais que cela paraît ridicule. Le ridicule, dit Poirier en s'inclinant légèrement, est souvent le masque d'une vraie inquiétude. Et l'inquiétude mérite du respect. On nous conduisit au salon. Un feu crépitait. La pluie tapait doucement aux vitres, comme un doigt patient. Sur une table basse, un service à thé attendait déjà, comme si le manoir avait anticipé nos gestes. Je sentis, en m'asseyant, que l'affaire serait de celle où la vérité se trouve non pas dans un cri, mais dans un détail, un pli, une omission, un mot trop poli. Et pendant que le feu soufflait sa chaleur tranquille, je compris que ce mystère, malgré son apparente douceur, avait déjà pris place dans la pièce, silencieux, assis avec nous. Le lendemain matin, Glenmuir avait cette beauté humide et lente des lieux où la pluie fait partie du décor, comme un instrument discret. Le petit déjeuner fut servi dans une salle claire, avec des rideaux lourds et une grande table où rien n'était pressé. Il y avait là 4 personnes,
en plus de Lady Muirlan. D'abord son neveu, Iwan Muirlan, un homme élégant, nerveux, qui parlait vite comme pour se protéger du silence. Ensuite, la cousine Flora, jeune femme calme, presque trop calme, avec une manière de regarder les objets comme si elle entendait leur histoire. Puis le major Callum Bristow, ami de la famille, moustache rude et politesse militaire. Enfin, Miss Beryl Shaw, gouvernante, fine, stricte, attentive à tout, surtout à ce qui n'est pas dit. Le seau d'ambre était le cœur de cette petite agitation, une pièce ancienne chassée dans un métal sombre, un ambre profond où l'on distinguait, disait-on, une minuscule inclusion, comme un fragment de temps capturé. Il servait autrefois à sceller les lettres des Muirlan. On l'appelait le sceau de Glenmuir, une relique familiale et surtout un symbole, l'autorité, l'héritage, la continuité. Or il avait disparu, sans effraction, sans bruit, dans une maison où tout craque un peu, où les pas s'entendent, où les bougies laissent des traces. Lady Muirlan nous mena dans le petit cabinet où le sceau était habituellement conservé. Une vitrine, une serrure, un rideau de velours. La serrure n'avait pas été forcée. Le rideau était en place. Et pourtant, derrière le verre, rien. Poirier se pencha, non pas vers le vide, mais vers les bords, la poussière, la façon dont la lumière tombait, la manière dont une vitre raconte ce qui l'a touché. « Qui a la clé ?» demanda-t-il tranquillement. Lady Muirlan baissa les yeux. « Moi et Miss Shaw pour les inventaires. » Miss Shaw confirma, sans trembler. « Je fais l'inventaire hebdomadaire. Le sceau était là dimanche, lundi matin. Il n'y était plus. »« Et lundi soir ?» demanda Poirier. « Lundi soir, dit Iwan. Il y a eu, comment dire, un incident, une apparition. » Il prononça ce mot avec une gêne presque enfantine. Flora expliqua, de sa voix douce, une silhouette dans la galerie, une ombre qui semblait flotter, rien de terrible, juste troublant, comme si quelqu'un voulait rappeler la malédiction. La malédiction, justement, celle que les Muirlan répétaient depuis des générations. Quand le sceau quitte la maison, Glenmuir perd sa paix. Et depuis lundi, chacun trouvait un prétexte pour entendre un couloir, pour voir une porte s'ouvrir, pour sentir un courant d'air plus froid. Le genre de peur qui se nourrit d'elle-même et qui, dans une vieille maison, a 1000 supports. Poirier demanda à voir la galerie. C'était un long couloir au premier étage, bordé de portraits. Des fenêtres étroites donnaient sur les arbres. Il y avait au bout une petite porte menant à un escalier secondaire. Je remarquai en avançant que le parquet grinçait à certains endroits comme un langage. Poirier, lui, semblait écouter ce grincement comme on écoute une confession. L'ombre était là, dit le major, pointant du doigt un endroit près d'une tapisserie représentant un cerf. Poirier fixa la tapisserie, puis il se tourna vers la fenêtre, puis il regarda le sol tout près de la plinthe. Il ne dit rien, il prit simplement une inspiration plus lente, comme si son esprit se posait, pièce par pièce, sur le puzzle. Dans l'après-midi, nous eûmes droit à une démonstration, involontaire. Alors que nous étions au salon, une légère musique monta soudain de l'étage. 3 notes de piano, hésitantes, comme jouées par une main qui n'osait pas. Puis le silence, puis un frôlement dans le couloir. Lady Muirlan pâlit. Ewan se leva trop vite. Flora posa sa main sur la tasse, la stabilisant comme pour stabiliser le monde. Poirier, lui, se leva avec une douceur infinie. « Nous allons simplement monter, dit-il, comme si nous allions chercher un livre, comme si nous allions vérifier une fenêtre.
calmement. Le couloir était vide. Le piano dans la petite salle de musique avait son couvercle fermé. Rien ne bougeait, sinon la pluie sur les vitres. Un fantôme, murmura Ewan, presque soulagé de pouvoir le dire. Poirier effleura le piano. Son doigt glissa sur la poussière et la poussière répondit par une trace fine, continue. Il regarda la serrure du couvercle. Il regarda au sol, près du mur. « Henri, dit-il, vous voyez ?» Je regardais. Il y avait très léger, presque invisible, un petit grain, comme une poussière jaune-brun, collée au bord d'une moulure. « De l'ambre ?» chuchotai-je. « Peut-être, répondit-il. Ou peut-être quelque chose qui veut se faire passer pour de l'ambre. » Il n'ajouta rien, mais je sentis, à cet instant précis, que le manoir venait de cesser d'être un simple décor. Il devenait une scène. Et sur cette scène, quelqu'un jouait une pièce. Le soir, pendant le dîner, Poirier posa des questions comme on pose des serviettes, sans brusquer, sans froisser, à Miss Shaw, sur les habitudes du personnel, sur les livraisons, sur les clés, au Major, sur la tapisserie du cerf, sur les rénovations, à Flora, sur ses promenades, sur sa passion pour les objets anciens, à Ewan, sur ses finances, mais d'une manière si délicate qu'on aurait dit qu'il parlait de météo. Et Lady Muirlan, dans son silence poli, semblait surtout fatiguée. Fatiguée d'être la gardienne d'un symbole. Fatiguée de tenir la maison debout avec des règles invisibles. Plus tard, je trouvai Poirier près du feu, seul, une tasse à la main. « Vous pensez que le fantôme est une diversion ?» demandai-je. Il me regarda et son regard était calme. « Henri, dit-il, il y a des fantômes qui consolent et d'autres qui manipulent. Celui-ci manipule. Sans violence, confirma-t-elle. Le danger ici n'est pas dans un couteau. Il est dans une phrase, dans un héritage, dans une peur soigneusement entretenue. Il ajouta, après une petite pause, et il est dans une petite porte au bout de la galerie. Je frissonnais légèrement, non de peur, mais de cette sensation délicieuse de compréhension qui s'approche, comme quand un mot qu'on cherchait depuis longtemps se présente enfin. Le lendemain, Poirier demanda à voir l'escalier secondaire. Miss Shaw hésita à peine. « Il mène à l'ancienne aile, » dit-elle, plus utilisée. L'aile sentait le linge sec, la pierre froide et le temps immobile. On y avait rangé des malles, des cadres, des chaises recouvertes de draps. Rien d'hostile, juste un endroit où la maison respirait plus lentement. Au fond, une petite pièce, l'ancien bureau du père de Lady Muirlan. Mais une chose attira immédiatement mon attention. Une armoire étroite, à double fond. Je la remarquai parce que Poirier la regarda exactement au moment où je la remarquai. Comme si nous avions, l'espace d'une seconde, partagé la même pensée. Il ne l'ouvrit pas. Il observa simplement la serrure. Il passa la main sur le bois. Et son geste, très doux, souleva un fil clair, presque invisible. « Un fil de couture ?» dis-je. « Oui, » répondit-il. « Ou plutôt, un fil de costume. » Je pensais aussitôt au Major, avec ses vêtements impeccables. Puis je me rappelai que la maison avait aussi un valet, mais je n'avais pas encore croisé le valet. En redescendant, nous entendîmes un bruit de pas derrière nous. Flora apparaissait comme si elle nous avait suivis. « Je ne voulais pas vous déranger, » dit-elle. « Je cherchais un livre. » Poirier lui sourit avec une gentillesse qui n'accusait rien. « Les livres se cachent souvent, » dit-il, « comme les seaux. » Flora rougit très légèrement, puis elle s'éloigna. Plus tard, au salon, Lady Muirlan confia une chose. Le sceau n'était pas seulement précieux. Il devait être présenté dans quelques jours à un commissaire priseur de Glasgow
pour une exposition, une manière de donner à la famille un peu de prestige et peut-être un peu d'argent. Rien n'était décidé, mais l'idée flottait à ce mot argent, et Juan remua son verre. Poirier, sans y toucher, laissa le mot s'installer, puis s'éteindre. Le soir, la présence se manifesta à nouveau. Un courant d'air, une porte qui se referme, une bougie qui vacille, puis dans la galerie, une silhouette blanche, à peine esquissée, qui semblait glisser le long des portraits comme un reflet sur une vitre. Je l'aperçus. Je ne peux pas dire que je vis un fantôme, je vis plutôt une mise en scène, une étoffe claire, une lumière bien placée et quelque chose comme une satisfaction invisible. Poirier ne courut pas, il n'éleva pas la voix, il se contenta de suivre lentement jusqu'au bout du couloir. La silhouette disparut près de la tapisserie du cerf. Il toucha la tapisserie, elle bougea très légèrement. Ah, souffla-t-il, voilà, il y avait derrière un petit passage, un renfoncement dans le mur, une ancienne trappe de service. Rien de secret au sens romanesque, juste une ancienne astuce de maison, et dans cette trappe, un crochet auquel on pouvait suspendre une lanterne, ou un tissu, ou un petit dispositif pour faire croire à une présence. C'est donc ça, dis-je. C'est une partie, répondit-il. La pièce n'est jamais entière d'un seul coup. Elle vient en fragments. Il ramassa au sol un objet minuscule, une épingle fine, argentée. Épingle à cravate, dit-il doucement. Le major Callum portait souvent une cravate, épinglée. Je regardai Poirier, prêt à conclure trop vite, mais il secoua légèrement la tête. Non, dit-il, comme s'il lisait mon impatience. Nous ne condamnons pas avec une épingle, nous comprenons avec le reste. Dans la nuit, je ne dormis pas tout de suite. Le manoir avait des bruits lents. Le feu s'éteignait progressivement. La pluie faisait son travail patient. Je pensais au sceau. Je pensais à l'ambre qui conserve un fragment du monde. Je pensais à cette famille qui conservait aussi, dans sa mémoire, une peur. Le lendemain matin, Poirier me demanda de faire quelque chose d'absurde en apparence. « Henri, dit-il, allez demander au cuisinier s'il utilise du sucre brun et s'il a récemment ouvert un nouveau pot. » Je le regardai, étonné. « Du sucre ? Oui, dit-il. Vous verrez. » Je fis la demande. Le cuisinier, un homme rond et bon, répondit qu'il avait bien un pot de sucre brun et qu'il l'avait ouvert lundi. Quand je rapportai cela, Poirier hocha la tête. « Bien, dit-il, le faux ambre. » Je compris alors. Le petit grain brun près du piano n'était pas forcément de l'ambre. Cela pouvait être du sucre brun, collant, utilisé pour simuler une trace, un détail volontairement déposé. Donc, dis-je, quelqu'un joue avec les indices ? Oui, répondit Poirier. Quelqu'un qui connaît assez les romans et les maisons anciennes pour faire croire à un mystère, tout en guidant les regards vers un coupable commode. Le major ? Poirier sourit à peine. Le major est commode, dit-il, mais la commodité est une tentation. Et la vérité, elle, est rarement commode. Ce fut le 4e soir que Poirier demanda à Lady Muirlan de rassembler tout le monde dans le salon. Le feu était plus haut, la pluie plus régulière, les tasses plus nombreuses. Et dans l'air, il y avait cette sensation particulière, celle d'un nœud qui va se défaire, tranquillement. Ils étaient tous là, Lady Muirlan, Ewan, Flora, le major Callum, Miss Shaw. Même le valet, Angus, discret, main jointe, regard au sol. Poirier se tint près de la cheminée, comme quelqu'un qui parle au confort du feu autant qu'aux humains. « Mes amis, dit-il, je vous remercie. Je vais être bref, parce que les vérités longues fatiguent.
et je tiens à ce que cette maison retrouve son calme. Il fit une pause, comme une respiration. Le seau d'ambre n'a pas quitté Glenmuir. Un murmure parcourut la pièce. Il est ici, poursuivit-il, dans cette maison. Et la malédiction est une mise en scène. Iwan se leva, protestant d'un geste vague. Flora serra ses mains. Miss Shaw se crispa. Poirier leva la main, doucement, sans ordre. « Je ne blâme personne pour avoir eu peur, dit-il. La peur est un outil ancien. Les maisons anciennes en sont pleines. Mais je blâme l'usage de la peur pour obtenir quelque chose. » Il se tourna vers la tapisserie du cerf. La silhouette blanche, les pas, la musique, tout cela avait un but. Vous maintenir dans une histoire de fantômes, une histoire qui détourne les questions simples, qui connaît les passages, qui a intérêt à ce que l'on regarde ailleurs. Il s'approcha de la table, prit une petite boîte et la posa. « Voici une épingle à cravate, dit-il, trouvée dans la galerie. Elle ressemble à celle du major. Elle est faite pour nous conduire vers lui. » Le major rougit, puis se redressa. « Je n'ai rien fait, dit-il sans colère, presque blessé. »« Je le sais, répondit Poirier avec une douceur nette. Et je vais vous dire pourquoi. » Il regarda Miss Shaw. « Parce que l'épingle n'est pas tombée. Elle a été placée. Et parce que celui qui l'a placée a aussi déposé, près du piano, un grain de sucre brun pour faire croire à une trace d'ambre. » Miss Shaw eut un infime mouvement, comme un frisson. « Lundi, continua Poirier, le pot de sucre brun a été ouvert. Une petite mise en scène commence toujours par un petit détail. Il marcha jusqu'au coin du salon, là où se trouvait une commode ancienne, surmontée d'un plateau à courrier. Le seau a disparu sans effraction. Cela signifie que quelqu'un a la clé, ou qu'il a eu accès à la clé. Lady Muirlan a la clé. Miss Shaw aussi. Lady Muirlan regarda Miss Shaw comme si elle ne la voyait réellement que maintenant. Poirier ne pointa pas du doigt. Il laissa les mots faire leur travail. « Miss Shaw, dit-il, vous tenez cette maison, vous tenez ses règles, et vous tenez aussi la peur de cette maison. »« C'est faux, murmura Miss Shaw. »« Vous ne vouliez pas voler, reprit Poirier. Vous vouliez empêcher. » Il y eut un silence. Le feu crépita, et dans ce crépitement, on entendait presque le cœur de chacun se calmer, comme si la vérité, même inconfortable, apportait une forme de soulagement. « Empêcher quoi ?» demanda Flora très bas. Poirier se tourna vers Lady Muirlan. « L'exposition à Glasgow, dit-il. Et la possible vente. Le sceau n'est pas qu'un symbole. Il est aussi un actif. Et vous, Miss Shaw, vous avez eu peur que la famille se sépare. Peur qu'un objet de continuité quitte la maison. Alors vous l'avez caché. Et pour que personne ne cherche au bon endroit, vous avez créé un fantôme inoffensif, juste assez étrange pour détourner sans jamais effrayer vraiment. » Miss Shaw blêmit. Puis, étonnamment, elle se mit à respirer plus lentement, comme si la lutte s'éteignait. « Je n'ai pas voulu de mal, dit-elle. Je voulais protéger Glenmuir. »« Vous avez protégé une idée, dit Poirier, et vous avez blessé des personnes. » Lady Muirlan posa sa main sur la coudoir. Sa voix fut douce. « Où est-il, Beryl ?» Miss Shaw ferma les yeux une seconde. Puis elle se leva, et son geste fut celui de quelqu'un qui rend un objet, et rend aussi un poids. Elle alla vers l'ancienne aile. Nous la suivîmes, dans un silence sans hostilité. Dans le vieux bureau, elle ouvrit l'armoire étroite. Elle poussa une planche. Un double fond s'ouvrit, et là, dans un petit écrin de tissu, reposait le seau d'ambre. Il était plus beau que je ne l'imaginais. Une chaleur brune, dorée, douce.
comme un petit soleil emprisonné. Ewan eut un soupir. Flora posa la main sur sa poitrine. Le major détourna le regard, soulagé. Angus, le valet, sembla simplement content que la maison redevienne simple. Poirier regarda le seau, puis Miss Shaw. « Vous voyez, dit-il, la paix d'une maison ne tient pas à un objet. Elle tient à ce que l'on se dit et à ce que l'on cesse de se cacher. » Le retour au salon fut paisible. Il n'y eut ni cris, ni drames, ni gestes théâtraux. Lady Muirlan demanda simplement à Miss Shaw de se reposer et de quitter ses fonctions dans les semaines à venir, avec une aide pour se réinstaller ailleurs. Miss Shaw accepta. Elle paraissait étrangement légère, comme si, en rendant le seau, elle rendait aussi une part de rigidité qui la tenait debout depuis trop longtemps. Ewan proposa que l'exposition soit maintenue, non pour vendre, mais pour raconter l'histoire de Glenmuir sans superstition. Flora sourit, comme si elle retrouvait enfin le droit d'aimer la maison sans peur. Et le major Calium, près du feu, murmura à Poirier : « Vous avez évité un scandale. » Poirier répondit simplement : « Le scandale n'aide pas les gens à mieux dormir. » Cette phrase me fit sourire. Elle résumait tout. La nuit suivante, le manoir fut plus silencieux. La pluie continuait, mais elle n'insistait plus, comme si elle n'avait plus besoin de frapper pour être entendue. Le feu dans la cheminée respirait lentement, et, dans les couloirs, les portraits semblaient moins graves. Je trouvais Poirier au petit matin, près d'une fenêtre. Il regardait les arbres. La brume avançait entre les branches, comme une pensée douce. « Alors, lui dis-je, c'était ça, une malédiction, fabriquée. Une malédiction, dit-il, est souvent une histoire qui se répète, et il suffit parfois d'un mot vrai pour arrêter la répétition. » Il remit ses gants avec soin. « Henri, ajouta-t-il, vous avez remarqué, quand les gens ont peur, ils veulent une cause surnaturelle. Ça les soulage. Quand ils comprennent que la cause est humaine, ils respirent. Et la respiration, c'est la vraie magie. » Nous reprîmes le train en fin de matinée. La gare était petite, tranquille. Lady Muirlan nous salua avec une gratitude simple, sans grand discours. Le chauffeur referma la portière, et Glenmuir, derrière la pluie légère, redevint un décor de vie, pas un décor d'inquiétude. Dans le compartiment, la lampe tremblait à peine. Le thé arriva. Poirier ajusta sa moustache, comme on ajuste un monde intérieur. Le train se mit en mouvement. Les roues retrouvèrent leur rythme tranquillement, et ce rythme, très vite, prit la place des pensées. Il y a quelque chose de profondément apaisant dans une vérité qui s'explique sans violence. Une vérité qui ne laisse pas de déchirure, seulement une couture bien faite. Une vérité qui s'installe comme un plaid. Dehors, les collines s'éloignaient. Dedans, le calme s'approfondissait. Et pendant que la nuit reprenait doucement ses droits, je me surpris à penser que finalement les enquêtes les plus reposantes sont celles où l'esprit, au lieu de se tendre, peut se détendre. Parce qu'il comprend. Le train roulait, le monde respirait. Quelque part, dans une vieille maison écossaise, un seau d'ambre reposait de nouveau à sa place, non pas comme un talisman, mais comme un souvenir tranquille, d'une histoire redevenue simple,